Il est 2 heures du matin. Sur les berges d'une rivière, plusieurs camions attendent dans l'obscurité. Les phares sont éteints. Personne ne parle. Quelques minutes plus tard, une pelleteuse commence à remplir l'ébène. En moins d'1 heure, des centaines de tonnes de sable disparaissent. Avant le lever du soleil, il ne restera presque aucune trace de leur passage. Cette scène ne se déroule pas une seule fois. Elle se répète chaque nuit. En Inde, au Kenya, au Maroc, en Indonésie et dans bien d'autres régions du monde. Derrière ces opérations se cachent des réseaux criminels qui gagnent parfois des millions de dollars grâce à une ressource que la plupart d'entre nous considèrent comme presque sans valeur, du sable. Au cours des dernières années, des journalistes, des militants et même des agents publics ont été menacés, agressés et dans certains cas tués après avoir enquêté sur ces réseaux. Comment un simple grain de sable peut-il devenir l'objet d'un trafic aussi violent ? Pourquoi des organisations criminelles prennent-elles le risque de corrompre des responsables, d'intimider des témoins et d'exploiter des rivières entières ? Et surtout, comment une ressource que l'on croyait inépuisable est-elle devenue un marché aussi lucratif ? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers méconnu de ce que les médias appellent souvent la mafia du sable. Avant d'aller plus loin, il faut préciser une chose. Quand on parle de mafia du sable, il ne s'agit pas d'une seule organisation internationale avec un chef unique. C'est un terme utilisé pour désigner différents réseaux criminels qui exploitent illégalement le sable dans plusieurs pays. Leur mode de fonctionnement varie, mais ils ont souvent les mêmes méthodes. Extraction clandestine, corruption, intimidation, violence et profit considérable. Tu te demandes peut-être pourquoi des criminels s'intéressent au sable. Après tout, ce n'est ni de l'or, ni des diamants, ni du pétrole. La réponse est simple, parce que le sable est devenu indispensable à notre civilisation. Chaque immeuble, chaque pont, chaque route, chaque quartier en construction consomme d'immenses quantités de sable. Et contrairement à ce qu'on croit, le sable du désert est inutilisable pour construire. Ses grains sont trop lisses, trop ronds, polis par le vent pendant des millénaires. Ils ne s'accrochent pas dans le béton. Le seul sable vraiment utile, c'est le sable des rivières, des côtes, des fonds marins. Un sable au grain anguleux, rugueux, résistant. Et ce sable-là met des centaines de milliers d'années à se former. On le consomme en quelques décennies. Pour comprendre comment ces réseaux gagnent autant d'argent, il faut d'abord comprendre leur méthode. Car contrairement aux idées reçues, le trafic de sable n'a rien d'improvisé. C'est une véritable industrie clandestine. Imaginez une entreprise avec des fournisseurs, des transporteurs, des clients, des comptables et des hommes chargés de la sécurité. C'est exactement comme ça que fonctionne la mafia du sable, sauf que cette entreprise opère dans l'illégalité totale. Tout commence la nuit, des équipes d'extracteurs se positionnent sur des zones connues pour leur richesse en sable. Des berges de rivières, des plages isolées, des zones côtières peu surveillées. Les pelleteuses entrent en action, rapides, silencieuses autant que possible. Dans certaines régions d'Inde, des dragues des bateaux équipés de pompes puissantes aspirent le sable directement depuis le fond des rivières. En quelques heures, des centaines de tonnes de sable sont extraites. Sans permis, sans contrôle environnemental, sans payer les taxes dues à l'État, vient ensuite le transport, des camions sans plaques ou avec de fausses plaques, qui prennent des routes secondaires pour éviter les contrôles et livrent directement sur les chantiers de construction ou dans des dépôts clandestins, souvent avant l'aube, avant que les autorités ne commencent leur ronde. Le sable illégal est vendu moins cher que le sable légal. C'est son principal avantage. Des entrepreneurs de construction qui cherchent à réduire leurs coûts l'achètent sans poser trop de questions. Des petits chantiers informels, des grands projets immobiliers, les acheteurs ne manquent pas. Et c'est là que tout bascule. Ce qui distingue la mafia du sable d'un simple vol, c'est la protection. Des policiers corrompus ferment les yeux en échange de paiements réguliers. Des fonctionnaires délivrent de faux permis d'extraction. Des politiciens locaux touchent des commissions. Certains sont directement actionnaires des réseaux. Sans cette protection, la mafia du sable ne pourrait pas opérer aussi ouvertement, aussi longtemps, aussi impunément. C'est un système, pas un groupe de criminels isolés. Un système dans lequel le crime et le pouvoir sont intimement liés. Si la mafia du sable avait un quartier général dans le monde, ce serait l'Inde. L'Inde construit à une vitesse vertigineuse. Des dizaines de millions de personnes migrent chaque année vers les villes. Des routes, des ponts, des immeubles poussent partout. La demande de sable est colossale et le marché légal ne suffit pas. Alors le marché illégal a pris le relais. Dans des États comme l'Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh ou le Rajasthan, des réseaux criminels contrôlent l'essentiel du marché du sable ouvertement, parce qu'ils sont protégés à tous les niveaux. Selon certaines estimations, le marché illégal du sable en Inde représente plusieurs milliards de dollars par an. Des centaines de millions de tonnes extraites illégalement chaque année, des rivières entières dévastées, des villages entiers vivant dans la peur, des ponts qui s'effondrent, leurs fondations ont été mises à nu par le dragage sauvage juste en dessous. En 2016, un pont s'est effondré dans le Madhya Pradesh. Les enquêteurs ont conclu que l'extraction illégale de sable autour de ces fondations en était la cause principale. Personne n'a été condamné. Les lanceurs d'alerte. Et ceux qui parlent paient le prix fort. Un journaliste du nom de Shanmugam Manjunath enquête sur le trafic de sable en Uttar Pradesh. Il documente, il publie. Quelques semaines plus tard, il est retrouvé mort. Ce n'est pas un cas isolé. Depuis 2008, au moins 19 personnes ont été tuées dans le monde à cause de leur opposition au trafic illégal de sable.
19 morts pour du sable. L'Afrique est en train de vivre la plus grande urbanisation de son histoire. D'ici 2050, la population africaine va doubler. Des centaines de millions de personnes vont migrer vers les villes. Des villes entières vont naître du néant. Tout ça demande du sable. Des quantités que personne n'avait anticipées, et la mafia du sable est déjà là. Au Kenya, les rivières Athi et Ndarugu sont au cœur d'un trafic intense. Des dizaines de camions de sable illégal circulent chaque jour, en pleine lumière, parce que personne n'ose les arrêter. Joktan Mwenda était militant environnemental. Il filmait les extractions illégales, il envoyait les vidéos aux autorités, il alertait les journalistes. Un soir de 2017, il est abattu devant sa maison. Ses assassins n'ont jamais été arrêtés. Le gouvernement a interdit l'extraction de sable de plage, mais la pratique continue, parce que la demande du marché de la construction ne s'arrête pas. En Afrique de l'Ouest, en Sierra Leone, au Ghana, même schéma. Des plages qui disparaissent, des rivières qui s'affaissent, des communautés locales qui perdent leur environnement, leurs terres, leurs moyens de subsistance, et des réseaux criminels qui s'enrichissent. Silencieusement, la mafia du sable ne se limite pas aux pays en développement. Elle alimente aussi les ambitions des pays riches. Singapour, un des pays les plus prospères d'Asie et le plus grand importateur de sable au monde. Depuis son indépendance, ce petit État insulaire a agrandi son territoire de 25%, en remblayant la mer avec du sable importé, des îles artificielles, des aéroports construits sur la mer, des quartiers entiers nés de nulle part. Pour alimenter tout ça, Singapour a importé des dizaines de milliards de dollars de sable depuis ses voisins. L'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, le Cambodge, mais derrière ces importations officielles se cachait quelque chose de bien plus sombre. En Indonésie, des îles entières ont disparu. Pas métaphoriquement, littéralement. Des îles souveraines, avec leurs habitants, leur faune, leur flore, aspirées par les dragues pour alimenter la construction à Singapour. Quand l'Indonésie a interdit l'export de sable en 2007, le trafic a continué via des pays intermédiaires. Le Cambodge a lui aussi interdit l'export, après avoir documenté des destructions environnementales massives sur son territoire. Singapour est aujourd'hui blacklisté par la plupart de ses voisins pour l'export de sable, mais les chantiers continuent, et le sable continue d'arriver. D'une façon ou d'une autre, il faut parler des conséquences. Parce qu'elles sont là, visibles, irréversibles pour certaines. Le dragage intensif détruit les habitats des poissons. Il érode les berges. Il abaisse le niveau du lit des rivières. Des puits qui alimentaient des villages depuis des générations se retrouvent à sec, parce que la nappe phréatique a baissé avec le lit de la rivière. Le sable des plages joue un rôle crucial. Il protège les côtes de l'érosion marine. Quand on l'extrait, la mer avance. Des villages côtiers qui vivaient en harmonie avec l'océan depuis des siècles se retrouvent soudainement en première ligne. Les îles qui disparaissent. En Indonésie, 24 îles ont disparu sous les eaux depuis les années 2000 à cause de l'extraction excessive de sable. 24 îles, rayées de la carte. Ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des terres, des maisons, des histoires, des communautés entières déplacées. La question que tout le monde se pose, peut-on combattre la mafia du sable? La réponse courte? Oui. La réponse honnête, c'est très difficile. Certains pays ont obtenu des résultats. La Colombie a développé une approche originale. Des applications mobiles permettent aux citoyens de signaler anonymement des extractions illégales avec géolocalisation. Les données alimentent directement les patrouilles environnementales. La transparence par le bas. En Europe, des réglementations strictes sur l'origine des matériaux de construction commencent à tracer le chemin du sable. Si tu ne peux pas prouver que ton sable vient d'une source légale, tu ne construis pas. Les arrestations ponctuelles ne suffisent pas. Arrêter 10 extracteurs illégaux ne change rien si le policier qui les a arrêtés est payé par leur chef. Tant que la corruption politique protège les réseaux, la mafia du sable se reconstitue toujours. Et le vrai problème, c'est la demande. Tant que les villes continuent de pousser à ce rythme, tant que le béton reste le matériau de construction dominant, tant que les alternatives restent plus chères, le sable illégal aura des acheteurs. Et tant qu'il aura des acheteurs, il y aura des gens pour l'extraire, légalement ou pas. La prochaine fois que tu verras un chantier de construction, un immeuble neuf, une route fraîchement goudronnée, pose-toi une question. D'où vient le sable qui a servi à construire ça? Est-ce qu'il vient d'une extraction légale et contrôlée? Ou est-ce qu'il vient d'une rivière qui n'existe peut-être plus aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a payé un prix bien plus élevé que son poids en argent pour qu'il soit là? Parce que dans certains cas, ce prix a été payé en vie humaine, en rivières dévastées, en îles disparues, en communautés déplacées. Le sable est partout autour de nous, dans nos murs, nos routes, nos téléphones, nos fenêtres. Nous le voyons sans jamais le voir. Il est temps de changer ça. Partage cette vidéo, parce que plus les gens savent, plus il devient difficile pour ces réseaux d'opérer dans l'ombre. Abonne-toi à Mine de Rien.